Le tournage de la vidéo ayant eu lieu en 2 temps, je profite de ce reshoot pour vous parler de 2-3 petits trucs que j'ai oubliés. Tout d'abord, je vous ai pas parlé du nombre de films que j'ai pu voir en 2018 à cet instant précis, c'est-à-dire au moment du tournage. Pour le bilan semaine 2017, j'en étais à 39 films. Cette année, j'en ai vu 46. C'est toujours pas ouf, mais c'est toujours mieux. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et deuxième chose, je voudrais vous parler de 2 derniers rattrapages de 2017 que j'ai vus, donc 2 films que j'ai vus entre le tournage de la première vidéo et ce tournage-là. J'en parlais vraiment très vite fait. Tout d'abord, il y avait Annabelle 2, La création du mal, réalisé par David F. Sandberg. J'ai pas vu le premier Annabelle, qui apparemment est pourri, je veux bien vous croire là-dessus, mais j'ai quand même voulu voir ce second film, parce que c'était un prequel. Donc ça, apparemment, dans l'idée, il fallait pas avoir vu le premier pour le regarder, et puis le réalisateur avait déjà fait ses preuves précédemment. Et j'ai vraiment bien aimé Annabelle 2, j'ai trouvé que le film était, alors pas très original, hein, et puis ça pue James Wan sur quasiment la majorité du film, étant c'est dans son univers. Donc ça peut aller, c'est un défaut, une qualité en même temps, quelque part. Parce que James Wan, encore une fois, c'est pas n'importe qui, il a largement prouvé ce qu'il valait ces dernières années, en termes d'horreur en tout cas. Et ouais, donc vraiment, il y a une vraie tension qui se développe, quoi. Ce que j'aime beaucoup, bah, c'est très James Wan, ça aussi, c'est que ça ne s'arrête jamais, en fait. Une fois que c'est parti, après, il n'y a aucune baisse de tension. Ça arrive 2 jours, 2 nuits, c'est constant, alors que ça ne s'arrête jamais. Et j'ai vraiment apprécié ça, j'ai beaucoup aimé le lien avec le premier Annabelle à la fin du film. Le soleil, merci, ça c'est cool. Et donc du coup, j'ai vraiment bien aimé Annabelle 2, voilà. Et enfin, il y avait Muse, je sais pas comment dire, réalisé par Romé Balaguerro, qui est le co-réalisateur avec Paco Plaza des 2 premiers Rec. Il avait réalisé le 4e Rec tout seul. Là par contre, non. J'ai pas aimé du tout le film, je l'ai trouvé très laborieux au niveau de son scénario, assez peu intéressant, long, pas du tout effrayant, c'est expédié sur la fin, donc il n'y a aucun impact émotionnel, les personnages sont à peine attachants, à peine développés. L'idée de base est intéressante, mais je trouve qu'il en fait rien, et j'ai trouvé ça pas bon du tout. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est fait, maintenant on peut attaquer les sorties de 2018. Donc du coup, étant donné qu'il y a eu un reshoot, ne vous étonnez pas du changement de vêtements, de cadre, etc. C'est normal. Bonne vidéo. Messieurs, dames, bonsoir, je suis encore une fois ravi, plus que ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour cette deuxième partie du bilan cinéma 2018. Je vous invite à regarder, si vous n'avez toujours pas vu, la première partie, qui est sortie il y a un mois maintenant, à peu près, qui était donc consacrée au rattrapage 2017. Le lien sera en fin de vidéo et en description. Et vous aurez même d'ailleurs toutes les autres parties en description quand elles sortiront. Cette seconde partie va donc être consacrée aux sorties de 2018. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, comme on dit. Donc j'ai mon ordi là sous mes yeux, c'est juste parce que en fait, comme anti-sèche, je vais me servir de Sens Critique. C'est un réseau social culturel qui permet de noter, principalement, toutes sortes d'œuvres culturelles, donc des films, des séries, etc. Et après on peut faire des listes, on a une connexion, on peut suivre des gens qui ont les mêmes goûts, etc. Puis on découvre plein de films, etc. Et enfin, je me suis beaucoup servi de Sens Critique en 2018. En fait, je sais plus quand je suis tombé dessus, je crois qu'en début d'année, et je suis tombé totalement amoureux du site. J'y vais quasiment tous les jours, enfin je suis devenu même accro je crois. Mais je trouve le site absolument génial et absolument fascinant. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien allez me suivre, je vous mettrai le lien pareil en description pour me suivre sur Sens Critique. Voilà, je note très régulièrement les films que je vois. On peut créer des filtres sur une collection et du coup là devant mes yeux, j'ai tous les films de 2018 que j'ai vus. Donc je vais pouvoir un petit peu vous parler de tout ça sans me tromper, sans etc. Donc là je vais rien oublier, donc ça c'est aussi un peu l'avantage. Donc les sorties de 2018, on va y venir tout de suite. Je vais comme l'année dernière faire un classement chronologique de janvier à décembre, enfin selon la date de sortie en France, tout simplement. Donc on est parti, on commence avec le mois de janvier, avec Les Heures Sombres, ou Darkest Hour, réalisé par Joe Wright, qui est un biopic sur Winston Churchill. Alors je suis pas très biopic, pour tout vous dire. C'est quelque chose que je suis pas fan de biopic, en fait. Je trouve que, en règle générale, ça manque un petit peu d'ambition cinématographique. Il s'avère que là, pour ce film-là, il y a quand même eu un sacré buzz, etc. Parce que le film a quand même été nommé aux Oscars. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo des Oscars. Le film en a gagné 2. Meilleur acteur pour Gary Oldman et meilleur maquillage et coiffure. Dans les 2 cas mérités. Surtout pour Gary Oldman, qui est effectivement extraordinaire dans le rôle de Winston Churchill. Il est totalement métamorphosé. Il est excellent, vraiment. Et le film en lui-même est bon. On peut pas non plus cracher dans la soupe. Le film est bon. Il y a de belles scènes, il y a un vrai souffle, notamment sur les discours de Churchill. Il y a un travail sur la photo, sur la lumière, etc. Sur le cadrage qui est très intéressant. Après voilà, j'ai pas plus été passionné que ça par le film, parce que, encore une fois, les biopics c'est pas mon truc, mais voilà. Pour le coup, il y avait quand même une certaine ambition cinématographique derrière ce film, donc ça m'a beaucoup plu de ce côté-là, et j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent. Donc voilà, pas un grand film,
pour moi en tout cas, mais un film à voir pour les acteurs et pour les très bonnes idées de cinéma qu'il y a derrière, tout simplement. Veronica, qui est le dernier film que j'ai vu de cette liste, à l'heure où je vous parle, je l'ai vu avant-hier soir, réalisé par Paco Plaza, aucun lien avec, avec Stéphane, qui est un des réalisateurs de REC, un des pionniers du cinéma d'horreur espagnol des années 2000, qui donc là est de retour avec un film d'horreur toujours, plus dans le côté paranormal, dans le côté esprit, démon, etc. Qui est un film que j'ai trouvé relativement intéressant. Et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de vous dire que, comme l'année dernière, ça sera oubliable, sympa et honorable. Donc, les heures sombres, honorables. On en revient donc à Veronica. Je disais donc que le film est donc traité de démons, d'esprits, etc. Et donc, c'est un film que j'ai trouvé plutôt intéressant, qui est plutôt bien réalisé. J'étais assez surpris par ça. Il y a vraiment de bonnes idées de mise en scène, il y a des transitions, tout un jeu de lumière, de reflets, etc. qui est assez habile. Les acteurs sont très très bons, notamment l'actrice principale, l'adolescente, je ne sais plus son nom, mais elle est vraiment très bien. Le petit plus du film, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est d'ailleurs la seule enquête de la police espagnole qui n'a pas été résolue, du fait de son côté paranormal, donc c'est assez effrayant effectivement. Et donc le film est vraiment sympa. Je dirais juste qu'il y a un manque de surprise évident, c'est-à-dire qu'il y a un twist vers la fin qui est assez facilement devinable. Oui bien sûr. On le devine assez facilement, voilà, j'ai pas le mot. On peut aussi pointer du doigt quelques clichés, quelques jumpscares pas très subtils. Et surtout j'ai trouvé le film un petit peu long, pour le coup. Il fait que 1h50, ce qui est pas énorme, mais j'ai trouvé le film long. Vraiment long. Pour ce qu'il raconte, il y avait moyen de raccourcir un petit peu. D'autant qu'en plus, le film se passe uniquement sur 3 jours, ce qui est pas énorme. Mais le film arrive à être un peu long, malgré ça. Donc c'est un petit peu dommage. Mais encore une fois, le film est plutôt sympa. Et pas inintéressant. Donc ça sera sympa donc pour Veronica. À vous de voir. Voilà. Si vous aimez le cinéma d'horreur espagnol, pourquoi pas. Mais je pense pas que ce soit son meilleur représentant. Dans tous les cas. The Cloverfield Paradox, ou Cloverfield 3, réalisé par Julius Onah, qui est donc sorti sur Netflix, une nouvelle qui a surpris tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a eu un trailer qui est tombé, et puis pouf, en fait le film était disponible maintenant, sur Netflix. On est passé au mois de février, j'oublie plein de trucs, hein, je suis désolé. On est passé au mois de février, The Cloverfield Paradox donc. Film sympa. Film sympa. Il y a de bonnes idées, encore une fois, il y a beaucoup de pistes lancées qui ne sont malheureusement pas traitées, c'est un peu dommage, et pour le coup... J'ai rien contre Netflix, d'ailleurs j'ai pris un abonnement cette année, mais j'ai encore un peu de mal à me dire que les productions originales Netflix, notamment en termes de films, soient des vraies productions de cinéma. J'ai quand même plus l'impression que ça lorgne plus vers le téléfilm. Alors, les téléfilms américains n'ont pas la même gueule que les téléfilms en France, donc ça reste quand même de trucs de bonne facture. Mais quand même, il y a, notamment sur ce film-là, j'ai trouvé qu'il y avait... Enfin, tous les plans dans l'espace étaient à la fois jolis, mais en même temps, je sentais que ça faisait fake, en fait. Le film a de la gueule et en même temps fait cheap. C'est très particulier comme sensation, j'ai trouvé. Et donc oui, encore une fois, le scénario ne tient pas toutes ses promesses. Il y a une certaine explication de toute la saga Cloverfield qui tient debout, mais ça reste un peu bancal, etc. La fin est assez surprenante. Encore une fois, ça sent un petit peu le film qui, à la base, n'était pas Cloverfield. Mais ils se sont dit, un peu comme Take Cloverfield Lane. À la base, c'était pas un film qui était censé être dans la saga Cloverfield, mais ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire un truc. C'est juste que voilà, que le film n'est pas forcément passionnant, c'est juste que le film ne tient pas toutes ses promesses avec toutes les pistes qu'il lance, parce que voilà, il arrive à créer du mystère sur toute sa première moitié, et puis finalement ça n'aboutit jamais, donc c'est un petit peu dommage. Mais encore une fois, il y a des bonnes choses, et c'est pas un désagréable moment. Donc sympa pour The Cloverfield Paradox. Revenge, réalisé par Coralie Farja, c'est ça. Film de genre français, ça fait plaisir, qui raconte l'histoire donc d'une jeune femme qui est partie en week-end avec son petit ami, qui est marié, donc c'est sa maîtresse. Donc ils sont dans une villa en plein milieu du désert, et il y a 2 potes à lui qui arrivent, c'est pour une partie de chasse annuelle, en gros. Le mec de l'héroïne va s'absenter, et un des 2 autres va violer la femme, et ensuite ils vont la laisser pour morte. Elle va réussir à s'en sortir, et elle va donc vouloir se venger. Voilà, en gros. Et j'ai trouvé le film intéressant. Vraiment intéressant. Alors, pour le coup, j'ai pas du tout aimé le début. Je trouve que le premier quart d'heure, et il y a tout ce que je déteste dedans. C'est cliché, enfin ça dit des choses sur les relations femmes-hommes qui me convient pas vraiment. En gros, tous les mecs, machin, c'est des mecs en chien et tout, et toutes les femmes, etc. J'aime pas trop ça, c'est toujours un peu un message qui me perturbe un petit peu. Après voilà, le film est bien réalisé, il y a quelques bonnes idées. Le film a du souffle à certains moments, il propose de vraies bonnes choses en termes de mise en scène. Alors après, attention, c'est un film interdit aux moins de 16 ans, me semble-t-il, donc alors il y a beaucoup d'hémoglobine,
peut-être même trop en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les mecs du film, ils ont 400 litres de sang dans le corps, parce que tellement que ça saigne partout parfois, ça devient un peu ridicule. Parfois, presque, même d'ailleurs. C'est presque plus drôle qu'effrayant, mais bon. Il y a quand même des scènes qui fonctionnent. Je pense notamment à la scène du pied. Ceux qui ont vu le film, je pense, comprendront. Qui est assez intense. L'héroïne est badass. Il y a une fin ouverte, etc. Donc, il y a de bonnes choses. Il y a clairement de bonnes choses dans Revenge. J'ai pas plus été emballé que ça. Mais c'est un film de genre français. C'est toujours un truc qu'il faut soutenir. Donc, ça sera honorable pour Revenge. Le Labyrinthe 3. Le Remède Mortel. La fin de la trilogie, toujours réalisée par Wes Ball. J'avais bien aimé les deux premiers films, voilà, qui étaient assez différents l'un de l'autre, ce qui était plutôt intéressant. Là, pour ce troisième film, ça mélange en fait un peu les deux premiers films, il y a un peu une espèce de synthèse, de quintessence en fait, de tout ce qu'a raconté le Labyrinthe avant. Et c'est un film que j'ai bien aimé, il y a clairement de la gueule là pour le coup. Je trouve que c'est un film qui a de la gueule, mais en fait toute la trilogie a de la gueule. Et ce que je trouve vraiment très fort, c'est que le film a pas un budget énorme, je crois qu'il est de 60 millions à peu près, ce qui est pas énorme non plus. Et le film a de la gueule, vraiment, il propose de vraies scènes d'action extrêmement impressionnantes. Et arrive à proposer des effets spéciaux bien plus intéressants que des films avec 3 fois plus de budget. Donc ça, je reconnais que c'est extrêmement louable de la part de toute l'équipe technique, etc. Je trouve que c'est vachement bien branlé de ce côté-là. Et vraiment, ça reste un spectacle extrêmement agréable à regarder. Après, très honnêtement, si on creuse un petit peu le scénario, on se dit tout ça pour ça. C'est vrai qu'il y a parfois des moments où tu te dis mais pourquoi 3 films en fait, pourquoi tout ça avant? Alors que finalement la réponse était un petit peu sous vos yeux. Donc bon, si on réfléchit un peu beaucoup, il y a pas mal de trucs qui tiennent pas debout dans cette trilogie, mais reste que il y a l'attachement au personnage, il y a le charisme des acteurs, il y a la mise en scène de Wes Ball qui est assez intéressante. Donc voilà, je trouve qu'il a vraiment bien tenu cette trilogie, Wes Ball, jusqu'au bout. Il a proposé ses trucs, voilà, et je trouve que la trilogie s'en sort bien, en règle générale. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. C'était une bonne trilogie d'adaptation de roman jeunesse. Elle s'en est beaucoup mieux sortie que Divergente ou d'autres trucs que j'ai pas en tête là. Donc voilà, et puis je suis assez curieux de voir ce que Wes Ball va faire après. Je pense que ça peut être un réalisateur à suivre dans les années à venir, donc pourquoi pas. Et donc honorable pour le Labyrinthe numéro 3. Les Garçons Sauvages, réalisé par Bertrand Mandico, qui est un film de genre français. Donc il faut soutenir le cinéma de genre français, surtout depuis Grave. Sauf que là, j'ai eu beaucoup de mal avec les Garçons Sauvages. C'est pas un mauvais film, mais j'ai eu beaucoup de mal. C'est clairement le genre de film, pardonnez l'expression, mais c'est de la branlette intellectuelle. Le mec qui est derrière la caméra, tu sens qu'il se touche en même temps qu'il fait son truc. C'est un truc que j'aime pas vraiment, parce que ça se la joue un télo. Encore une fois, le propos n'est pas inintéressant, il y a de vraies belles images, il y a une vraie réalisation, la 95% du film est en noir et blanc, et ça propose des plans magnifiques, il y a des images somptueuses, il y a plein d'idées, il y a quelque chose de très pictural dans le film, ce qui est extrêmement intéressant. Les acteurs sont bons, mais les personnages sont pas très attachants, je trouve qu'on s'ennuie un peu. Ce que le film veut nous dire, c'est pas toujours très clair, il y a plein de métaphores sexuelles qui sont tellement pas subtiles du tout. Ça en est même un peu lourd à certains moments, redondant, rébarbatif même presque, j'aurais envie de dire. J'emploie tous les mots que je connais là. mais du coup, ouais, j'ai pas plus accroché que ça, mais je peux pas dire que c'est un mauvais film parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Il y a de l'ambition derrière, mais peut-être trop en fait. Et du coup, ça marche pas vraiment. Et ça se la joue trop intello. Et ça m'a pas vraiment plu de ce côté-là. Après, si le film peut vous intéresser, allez-y. Ça sera donc sympa pour les garçons sauvages. On passe au mois de mars avec Annihilation, réalisé par Alex Garland, qui avait réalisé Ex Machina il y a 3 ans de ça maintenant, qui est sorti sur Netflix, mais le film est sorti en salle aux États-Unis, mais pas en France. Alors pourquoi je sais pas, apparemment c'est parce qu'ils avaient peur que le film se plante. Effectivement c'est un film qui n'est pas accessible pour tout le monde. C'est effectivement un film qui se veut assez complexe, qui traite de plein de thématiques, là pour le coup qui les traite plutôt bien. Donc oui, c'est un film que j'ai bien aimé, Annihilation, de par donc tous les visuels qu'il propose, de par son histoire que j'ai trouvé vachement intéressante. Et c'est un film qui se veut... Ouais, féministe, je sais pas, mais ouais, en tout cas, le film met en avant des femmes fortes et tout, donc c'est toujours cool de voir ça. J'ai trouvé le film vraiment intéressant, il y a plein de bonnes idées, et il y a vraiment des scènes qui sont assez intenses, donc ouais, je suis pas en admiration devant, mais le film est vraiment bon. Et avec une fin ouverte, etc., vachement intéressante. Donc il y a plein de bonnes choses dans Annihilation. Alex Garland confirme donc son talent, et je suis encore une fois assez curieux de voir ce qu'il fera dans le futur. Donc honorable pour Annihilation. Ghostland, réalisé par Pascal Logier, j'avais très envie de voir Ghostland, parce que cinéma de genre français,
parce que Pascal Laugier a participé à la naissance du cinéma de genre en France. Il y avait notamment tué le game avec Martyr, sorti en 2005 me semble-t-il, que je n'ai toujours pas vu. J'ai très envie de le voir mais j'ai toujours pas vu. Pour ce Ghostland que j'avais très envie de voir. Alors j'ai bien aimé mais j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à plus, pour être tout à fait honnête. C'est un film qui a pas mal été vendu sur le fait qu'il était insoutenable, que c'est une torture à regarder, etc. Honnêtement, oui, il y a des scènes qui sont assez intenses, mais de là à dire que c'est insoutenable, quand même, faut pas rigoler. Il y a des scènes qui sont vraiment très fortes et qui te prennent aux tripes, mais bon, c'est pas non plus... je suis là qu'une fois que tu comprends un petit peu le truc, le principe, il n'y a rien de extrêmement folichon. Après voilà, le film arrive quand même à surprendre à un certain moment, il reste que parfois il tape dur quand il faut, que les actrices surtout sont très très bien, que l'esthétique globale était sympa, même si je trouve que, alors je sais pas si ça venait de mon rip ou si ça venait de ma télé ou machin, mais je trouve qu'au début du film on voit rien. Je trouve que sur la première demi-heure on voit que dalle quoi, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un problème de lumière ou quoi, enfin ça m'a paru bizarre. Je sais pas si ça venait du film ou si ça venait de moi, mais j'ai trouvé que au début du film on voyait rien. C'est peut-être moi, honnêtement c'est peut-être moi, hein. C'est tout à fait possible, mais j'ai quand même trouvé ça assez bizarre. Un choix déçu, mais Ghostland reste intéressant. Il faut soutenir ce cinéma. Bien que là, bon, pour le coup, ça parle pas en français, ça parle très très peu en français dans le film. Il y a juste le personnage de Mylène Farmer qui a lâché quelques phrases en français. C'est pas toujours très naturel, mais bon, passons. L'actrice reste quand même bien et le film reste plutôt prenant. Donc voilà, je m'attendais juste un petit peu plus. Je pense que Martyr me donnera satisfaction. Le moins de 16 ans, je ne l'ai pas trouvé particulièrement justifié. Je pense qu'il y a largement pire en moins de 16 ans. Donc honorable tout de même pour Ghostland. Tomb Raider, réalisé par Roar Uthaug. Je pensais vraiment pas reparler de ce mec un jour. Roar Uthaug, j'en avais parlé dans le bilan cinéma 2016. Il avait réalisé le film catastrophe norvégien The Wave. Parce que c'est un réalisateur norvégien. Donc j'aurais jamais pensé en reparler de ce mec un jour. Mais pourtant, il a réalisé un blockbuster américain. Donc ce Tomb Raider, adaptation du jeu vidéo bien sûr, le reboot de 2013 me semble-t-il, avec donc Alicia Vikander dans le rôle titre. Alors je sais que le film n'a pas très bonne réputation, mais je dois avouer que moi je l'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'idées vachement intéressantes, j'ai trouvé que le film avait plutôt de la gueule, j'ai trouvé qu'Alicia Vikander s'en sortait extrêmement bien dans le rôle. Ça empêchera pas des clichés, ça empêchera pas quelques défauts, ça empêchera pas que le film n'est pas très original, mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment devant le film, je trouve qu'il y a des idées vraiment intéressantes. Après voilà, en termes de mise en scène, c'est pas ouf, il y a rien d'extraordinaire pour le coup. Mais je trouve que c'est un divertissement tout à fait sympathique. Moi j'ai bien aimé Tomb Raider, donc honorable. Hostile, réalisé par Scott Cooper, qui est un western moderne, avec Christian Bale et Rosamund Pike surtout. J'ai bien aimé le film. La scène d'intro est ouf. Et rien que pour ça, le film vaut le coup d'œil, parce que la scène d'intro est tarée. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, t'es dans le vif de l'action. Mais quand je dis le vif de l'action, c'est vraiment dès le début, alors que c'est un film, je crois, tout public, ou interdit moins de 10 ans quoi. T'es un peu en mode, ah ouais quand même, c'est pas gore, mais ce qui est montré est assez violent quand même. Malheureusement, une fois la scène d'intro passée, il n'y a plus vraiment d'effet de surprise de ce côté-là. Mais enfin, quand même, reste que la scène d'intro est ouf, est totalement dingue. Et avec la mise en scène, le jeu d'acteur, etc. Enfin, la scène est dingue. Tout le reste du film est très intéressant aussi. Voilà, donc cette relation entre ces Américains, les cow-boys comme on les appelle, et donc les Indiens, voilà, il y a toujours une relation un petit peu de haine entre les deux. Chez les Indiens, c'est quand même plus justifié, j'ai envie de dire. Et c'est un film qui reste vraiment bon, voilà. Après, moi, je suis pas très western, c'était pour ça que j'ai pas été non plus emballé que ça. Mais voilà, c'est un film vraiment intéressant et qui est sublimé par la musique de Max Richter, décidément ce mec. Encore une fois, une musique sublime. Donc un pur bonheur pour les oreilles et un pur bonheur pour les yeux quand même. Il reste que le film est très bien réalisé, il y a de très jolis plans, les acteurs sont excellents, il y a un vrai souffle sur certaines scènes, donc voilà. Un bon film, vraiment un bon film que je vous recommande, donc honorable également pour Hostile. Carnivore, réalisé par Jérémy Régnier et Yannick Régnier, ou les frères Régnier pour aller plus vite, qui est comment je pourrais appeler ça, un thriller français qui veut se la jouer un petit peu film de genre mais qui n'arrive pas trop, qui raconte l'histoire de 2 sœurs en gros qui sont en rivalité, pas directe mais bon bref voilà. J'ai trouvé que le film allait pas au bout de ses idées. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a encore une fois plein de thématiques très intéressantes qui sont abordées et le film lance des pistes extrêmement intéressantes mais il va jamais vraiment au bout d'aucune d'entre elles. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des scènes plutôt intéressantes, les actrices jouent très bien, et notamment Leila Ebekti et Zita Enro. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de plus-value quoi. J'ai vraiment trouvé que c'était un film presque sage en fait. Il y avait vraiment matière à faire plus impactant, plus poignant. Non, le film ira vraiment jamais plus loin que son sujet de base, donc c'est un peu dommage. Ça sera donc sympa pour Carnivore. Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg, et non,
il n'est pas dans le top 10. Je pense qu'il sera dans le top 10 de beaucoup de gens, mais il ne sera pas dans le mien. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça reste un film que j'ai bien aimé, commencez pas à vous exciter. Notamment, visuellement, ça dépote. Techniquement, c'est ébouriffant. On prend plein les mirettes. Toutes les scènes dans l'Oasis sont extrêmement impressionnantes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je suis en train de lire le bouquin. J'ai d'ailleurs quasiment fini, il me reste à peine 30 pages, mais je suis en train de lire le bouquin. Qui est assez différent du film, hein, quand même. Notamment les épreuves en tant que telles dans le film et dans le livre sont pas du tout les mêmes. Bah du coup ça a laissé l'effet de surprise, notamment pour la deuxième épreuve, qui est géniale. Surtout si on a la référence. Clairement c'est un bon film. Les seuls trucs qui m'ont dérangé, c'est au niveau des personnages en fait, qui je trouve manque un peu de personnalité. On s'intéresse vraiment au côté humain des personnages assez tard dans le film, et ça sera jamais vraiment développé. Et ça m'a un petit peu manqué ça. Il n'y a pas vraiment moyen en fait de s'identifier aux personnages du coup. Et puis je trouve que c'est un peu trop rushé sur la fin. Notamment la fin en tant que telle, ça se finit beaucoup trop bien. Étant donné le contexte qui est posé en début de film, ça se finit beaucoup trop bien. Littéralement, le début du film, c'est le monde réel, c'est de la merde. Ok. À la fin du film, oh bah finalement, le monde réel, c'est pas si mal que ça. Forcément, parce que le mec qui disait que c'était la merde, que c'était la merde au début, à la fin, il est pété de thunes et il a une go. Donc forcément, le monde est plus beau déjà, comme ça. Donc, ouais, j'ai trouvé que niveau moral, c'était assez moyen. Donc clairement, ça m'a pas plus emballé que ça. Il y a quand même des moments où le film tape juste. Il y a aussi des vraies scènes d'émotion qui marchent très très bien. Toute la fin de la compétition, etc. Il y a une vraie émotion derrière qui se dégage du film. Les personnages restent relativement attachants, bien qu'ils soient un peu expédiés, mais ça marche bien quand même. Les acteurs sont bons. Ça reste un bon film, vraiment un bon film quoi. Spielberg a quand même du talent, évidemment. Et propose des scènes de ouf quoi. Bien sûr, mais voilà. Il y a quand même des trucs qui m'ont dérangé, qui font que je peux pas mettre plus qu'honorable pour Ready Player One. Mais par contre, Ready Player One aura au moins eu le mérite de me faire découvrir Olivia Cooke, qui est une actrice que je trouve absolument formidable. Je crois qu'Olivia Cooke a un peu été mon crush de 2018, et je vais en reparler d'Olivia Cooke dans cette vidéo. On continue et on passe au mois d'avril avec Red Sparrow, réalisé par Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence, encore une fois aucun lien de parenté. Francis Lawrence qui avait réalisé Je suis une légende et les 3 derniers volets de la saga Hunger Games, donc il connaît plutôt bien Jennifer Lawrence, qui est un film que j'ai bien aimé. Il y a une vraie mise en scène qui est vachement intéressante, il y a une photo qui est très belle, les acteurs sont excellents, il y a des scènes fortes. C'est un film qui, pareil, là, ne mâche pas ses couilles. Il y a vraiment des moments où le film est assez brutal, mais du coup il en devient plus impactant. L'histoire est bien construite, bien qu'il y ait peut-être un petit peu trop de retournements de situation, mais bon, ça reste plutôt bien construit. Et voilà, le film dure 2h20, mais ça passe plutôt vite. Voilà, on s'ennuie pas, ou très peu, donc voilà. Un film tout à fait honorable, pour le coup, que je vous recommande, donc Red Sparrow. Voilà. Après, il faut aimer les films d'espionnage. Ça, c'est aussi un petit peu le hic, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous pouvez totalement rentrer dedans. Je pense que ça reste un film plutôt accessible, honorable pour Red Sparrow. Dans La Brume, réalisé par Daniel Roby, film catastrophe français. Le truc improbable, je sais pas si ça vient de Grave, tous ces films français de ouf qui arrivent, mais c'est trop cool. Et c'est bien. Le film est bon, il y a des défauts, mais le film est bon. Le film a de la gueule, reste que... Voilà, c'est pas non plus un film qui va péter toutes les 2 minutes. Il y a toute la scène là, justement de la brume qui arrive, qui est extrêmement impressionnante, mais c'est vrai qu'après, bon, le film va être plus posé. Ça va plus être une question de survie qu'autre chose. Mais voilà, il reste qu'il y a quand même quelques petites scènes d'action par-ci par-là, qu'il y a une vraie ambition dans la mise en scène, qu'il y a une vraie ambition dans l'histoire, dans les thématiques abordées, etc. Donc le film reste vraiment intéressant. Reste les petits clichés de, voilà, c'est mon ex-femme, oh, bah, on retombe amoureux, des enfants, etc. Bon, toujours un petit peu ça qui est un peu relou, mais il y a quand même quelques petites bonnes surprises par-ci par-là. Il y a des défauts, mais le film est bon, se suit bien. Et ça fait plaisir de voir un film français ambitieux. Il faut soutenir encore une fois ce genre de cinéma, donc Dans la Brume, honorable. Game Night, réalisé par John Francis Daley et Jonathan M. Goldstein, bien compliqué pour ces noms de réalisateurs, qui est une comédie américaine vachement cool. Totalement barré, encore que totalement barré. C'est assez bizarre parce que d'un côté je suis très content que le film n'aille pas trop loin dans son délire, mais en même temps, le problème c'est que du coup, vu que le film va pas trop loin dans un délire, parfois il se la joue un peu trop sérieux, et parfois ça passe pas. C'est un petit peu le truc le film veut être trop émouvant pour faire rire, et parfois le film veut faire trop rire pour être émouvant. Donc parfois ça s'annule un petit peu, mais bon, reste que je me suis vraiment bien marré devant le film. Je trouve que je trouve que le film passe vraiment très vite. On s'ennuie à aucun instant. Il y a un rythme très soutenu du début à la fin. Les acteurs sont excellents. J'ai adoré le personnage de Jesse Plemons, le flic là. Il est génial. J'ai adoré son personnage et l'acteur le joue très bien. Il y a plein de scènes qui sont vraiment très drôles. Et c'est vrai que voilà, parfois le film s'embarque un peu dans des sous-scénarios pas forcément très intéressants, qui sont prétextes à quelques vannes.
ça passe quand même, et bon, les personnages sont un peu stéréotypés aussi pour certains, mais encore une fois, ça passe. Et le film est bien réalisé, il y a des plans intéressants, notamment un petit plan séquence dans le milieu du film qui est vachement intéressant. C'est un film tout à fait honorable, qui est vachement plaisant à suivre, donc voilà, je vous recommande Game Night, qui est une bonne comédie américaine, voire même très bonne. Cathy Says Goodbye, réalisé par Wayne Roberts, Olivia Cooke est de retour. Et là en plus c'est l'actrice principale du film, qui est un film indépendant, un drame indépendant, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, une jeune serveuse qui est également prostituée, qui va avoir des soucis dans sa vie. En gros, voilà. Ça se veut film chiant comme ça, mais non, c'est un film qui est vachement intéressant, qui est assez émouvant sur pas mal de scènes. Et c'est un film qui est assez dur, quand même, à regarder. C'est un film qui, vu de loin, peut paraître très positif, etc. Non. Le film est interdit au moins de 12 ans, ce qui est quand même pas rien. C'est pas que c'est un film violent, c'est juste que... Voilà, il y a niveau psychologique, il y a certaines scènes qui sont assez dures à regarder. Et le film tient debout parce qu'Olivia Cooke. Alors peut-être que je suis amoureux, c'était pour ça que je dis ça, mais aussi, c'est une excellente actrice, et vraiment son personnage est lumineux et solaire, elle le tient très bien. Et vraiment, c'est le mot, quoi. C'est un personnage qui est extrêmement positif, presque même un peu naïf, mais justement... Tout ce qui lui arrive, après, ça ne fait que renforcer l'empathie envers elle, donc c'est très mal foutu de ce côté-là. J'ai beaucoup aimé la musique du film, qui est introuvable pour l'instant, je suis un peu dégoûté, j'ai pas réussi à trouver la musique du film, donc je pense que j'achèterai le DVD rien que pour la musique. Le film est pas très long, mais pourtant, je trouve qu'il y avait quelques petites longueurs par-ci par-là, ça reste très léger, mais bon, quand même. Mais voilà, ça reste un film vraiment intéressant, qui est sublimé par Olivia Cooke, qui livre une performance vraiment excellente. Je vous recommande le film presque rien que pour ça. Honorable, donc pour Cathy Says Goodbye. Avengers Infinity War, réalisé par les frères Russo, et non, il ne sera pas dans le top 10. Lui non plus. Voilà, je sais que, encore une fois, je pense qu'il sera dans le top 10 de beaucoup de gens. Il ne sera pas dans le mien. Il faut quand même rappeler que Marvel à la base, c'est quand même pas trop matazoté. Il faut quand même avouer que ce Avengers 3 est quand même bon. Il n'est pas excellent, il y a quelques petits défauts, quelques imperfections. Le film reste bon. L'ambition du film reste démesurée. Ça reste un spectacle ouf, ça pète sévère. Thanos est très réussi, j'étais très sceptique au début, mais finalement Thanos est extrêmement réussi. L'idée d'en faire un personnage principal est extrêmement bienvenue. Le casting est ouf, les personnages sont toujours aussi attachants. Il y a des scènes qui sont fortes. La fin qui a mis en PLS tout le monde, bien qu'elle soit superficielle, la fin reste osée. Ils ont réussi. Putain, ils sont forts, c'est con. À un moment, il faut savoir le dire, donc voilà, honorable pour Avengers Infinity War. On passe au mois de mai avec Action ou Vérité, réalisé par Jeff Wadlow, qui est une production Blumhouse, qui est spécialisée dans les petits films d'horreur à petit budget. En règle générale, ils font des bons films. Pas là, c'est pas bon. C'est la première fois de cette liste que je veux dire que le film est pas bon, mais genre c'est vraiment pas bon. C'est bourré de clichés, l'histoire est un peu conne quand même dans l'idée. Il y a vraiment des moments où c'est du facepalm constant, les acteurs sont... à peine bon. Il y a un moment en fait où le film, je crois, se rend compte de son ridicule parce qu'en fait, littéralement, le truc qui font peur, c'est des filtres en Snapchat en fait. Et tu te dis, enfin, je crois que le moment où j'ai fait, non mais c'est pas vrai, c'est quand t'as l'héroïne secrètement amoureux du gars qui est en couple avec sa meilleure amie, qui dit, le méchant veut qu'on fasse l'amour. T'es en mode, mais évidemment. Mais en plus, dans le contexte, c'est tellement ridicule, mais... Pour le coup, je me suis marré, je me suis dit, c'est pas possible. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé ça en fait. Enfin, si, je sais pourquoi, mais j'aurais pas dû. J'aurais clairement pas dû. J'ai perdu du temps. J'ai clairement perdu de mon temps. Donc, oubliable pour Action Vérité. Mais genre vraiment. Voilà. Blumhouse ne fait pas que des bons films. La preuve. Deadpool 2, réalisé par David Leitch. Alors, le premier Deadpool, je l'avais pas particulièrement apprécié. J'ai trouvé notamment que le film était surcoté. Et là. J'ai bien aimé la première partie. Je crois que le moment qui m'a perdu, c'est cette espèce de plan séquence dégueulasse avec le personnage de Domino que j'ai trouvé mais vraiment des effets spéciaux immondes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et à cette scène-là, je suis sorti du film et je ne suis jamais rentré dedans. Parce qu'après le film veut te faire croire que tous ces défauts d'écriture, c'est fait exprès. C'est pas parce que tu dis que t'es mauvais que t'en deviens bon. T'en restes mauvais. Tous les clichés, tout le truc... ah oui, voilà un combat en CGI dégueulasse. Alors que tu l'avoues, c'est bien, mais ça reste un combat CGI dégueulasse. Je vois pas ce que ça change en fait. Et vraiment, le film essaie de créer de l'émotion. Le film est... Ah, mais ça marche pas, putain, c'est pas le personnage pour. Putain, c'est un personnage qui est censé être totalement anti-système et tout. Ce film, c'est le FN, sans déconner. Il te dit sans arrêt qu'il est anti-système, et en fait, il plonge en plein dedans, les pieds joints dedans. Merde quoi.
Le film va être tellement différent, en tout cas veut faire croire qu'il est tellement différent qu'en fait il est presque comme tous les autres. Et c'était déjà un peu le cas avec le premier film, mais là je crois que c'est encore pire. Au moins le premier film, il y avait l'excuse du budget, niveau effets spéciaux, mais même je trouve que les effets spéciaux étaient quand même plus intéressants que dans ce second film. Et pareil, niveau mise en scène, mais j'ai trouvé ça d'une platitude, mais... Donc non, non. J'ai aimé la première partie, mais c'est tout. Donc sympa. Et vraiment, encore une fois, je comprends pas le succès de ce film. Je comprends pas que tout le monde soit en admiration devant ce truc. J'ai du mal. Sympa pour Deadpool 2, mais arrêtez de m'en parler. Solo, A Star Wars Story, réalisé par Ron Howard. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on en a parlé de ce solo? La date de sortie, tous les problèmes de production, l'acteur principal qui a apparemment joué comme une quiche. Bah j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce solo. Il y a clairement des défauts encore une fois, mais j'ai bien aimé. Le film passe bien, j'ai trouvé que l'esthétique globale était vachement intéressante, bien qu'effectivement il y a des problèmes de lumière au début du film. Mais à part ça, je trouve que le film est bien branlé, vachement impressionnant. Les acteurs sont bons, quand même, je trouve, finalement. Les personnages sont intéressants, et il y a les scènes d'action qui sont vachement bien foutues. Il y a quelques petits rebondissements sympas, il y a quelques effets de mise en scène plutôt intéressants. C'est clairement pas un grand film, c'est clairement pas un Star Wars qui restera dans les mémoires, mais bah, j'ai bien aimé. Donc voilà. J'ai largement préféré Rogue One en termes de spin-off Star Wars, mais j'ai bien aimé Solo. Bon alors là, c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un documentaire. Bon, les documentaires c'est du cinéma aussi, mais là c'est un documentaire de YouTube. Genre c'est du cinéma. Le documentaire de In de Panda, qui parle de cinéma de genre, notamment français. Donc forcément que ça m'intéressait. C'est un documentaire très sympathique, avec des reportages plutôt intéressants. Après voilà, ça reste une grosse vidéo de In de Panda. C'est clairement pas plus. Il n'y a aucune ambition cinématographique derrière ce truc, ce que je trouve un petit peu dommage. Je pense qu'il y aura peut-être l'occasion de faire un truc un peu plus ambitieux que de la voix off sur une bonne moitié de l'émission et assez peu de mise en scène, etc. Mais bon. Donc j'ai été coupé. Alors je parlais de genre c'est du cinéma, je sais pas exactement où j'ai été coupé. Bon, mais pour conclure, c'est intéressant, c'est plutôt passionnant, c'est très enrichissant, on apprend plein de choses, les témoignages sont vraiment intéressants. Après, il n'y a pas de réelle plus-value par rapport à une autre vidéo récente d'In de Panda. Voilà, c'est juste le petit truc que je reprocherais. Mais sinon, c'est un documentaire relativement intéressant. On continue avec le mois de juin, et avec Jurassic World Fallen Kingdom, réalisé par Juan Antonio Bayona. Si, je le ferai chaque année, hein, je m'en fous. Alors, j'avais vu le premier Jurassic World, j'en ai aucun souvenir. Faudra peut-être que je le revoie d'ailleurs, justement. Mais j'avais souvenir d'un film sympathique. Enfin, très franchement, j'en ai assez peu de souvenirs. Après, je suis pas vraiment attaché à la saga Jurassic Park. Pour vous dire, j'ai même pas vu le premier. Toujours pas. Bref, mais pour ce Fallen Kingdom, il y avait le réalisateur qui me mettait en confiance, Bayona, qui encore une fois n'est pas n'importe qui. Et au final, techniquement, c'est de très très haut niveau, que ce soit les effets visuels, que ce soit la mise en scène, que ce soit la photo. Tout ça, c'est vachement impressionnant. Mais alors par contre, le scénario... c'est n'importe quoi. Il y a tous les pires clichés des personnages qui sont cons, qui ne sont cons pour faire avancer le scénario. C'est toujours un truc que j'ai un peu de mal, mais là, enfin, c'est juste flagrant. Donc, Bayona a sorti le meilleur de lui-même pour rendre le film sympa, parce que sans lui, ça aurait été vraiment pas bon, parce que le scénario est vraiment catastrophique. Il y a de bonnes idées quand même, je veux pas dire le contraire, mais rien que l'idée de base en fait, c'est totalement stupide. Oui, bon, il y a le côté impact environnemental, etc., mais pourquoi sauver des dinosaures dans l'idée? C'est totalement stupide, parce que tu sais très bien qu'après, qu'il y a beaucoup trop de risques, et que ça peut foutre la merde. Après, la fin du film est intéressante, et ça peut donner un troisième film qui est intéressant. Mais après, il me semble que Bayona ne remplira pas, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc bon, à voir. À voir sur le troisième film, mais bon, je suis pas... je suis curieux, mais en même temps, je suis pas particulièrement confiant. Donc voilà. Donc du coup, sympa pour Jurassic World Fallen Kingdom, et honorable pour quand genre c'est du cinéma. Je l'ai pas dit, donc je vous le dis, honorable et sympa donc là pour Jurassic World. Sicario 2, la guerre des cartels, réalisé par Stefano Sollima. Si vous vous rappelez... Pardon, je crois que c'était une mouche. Si vous vous rappelez, dans la vidéo de la collection de DVD, j'avais parlé du premier Sicario. J'avais un coffret Taylor Sheridan, et donc il y avait Sicario dedans, réalisé par Denis Villeneuve, et j'étais en pleine rétrospective de Denis Villeneuve, c'était d'ailleurs à ce film où j'en étais, donc je l'ai vu depuis le tournage de cette vidéo. C'est un film que j'ai bien aimé, parce que Villeneuve, parce que Deakins à la photographie, donc le film était magnifique, très bien réalisé, il y avait un vrai souffle. Après... j'ai pas été plus marqué que ça par le film parce que j'étais souvent très paumé en fait. Le scénario est très bien construit, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il est assez complexe je trouve, et
J'étais surtout perdu au niveau des unités de lieu en fait. Je savais pas où se passait l'action, du coup j'étais totalement paumé. Je pense pas que c'est la faute du film, mais du coup j'ai pas pu l'adorer parce que j'ai été beaucoup trop paumé à trop de moments. Donc j'ai pas apprécié le film à fond. Mais j'ai été charmé par la mise en scène, par la musique de John Johnson, RIP encore une fois, des acteurs, etc. Donc c'était vachement maîtrisé quand même. Ce second film, donc, Villeneuve a laissé sa place à Stefano Sollima. Il y a aussi eu un changement au niveau de la photographie, etc. Et même de la musique. On reprend par contre le casting. Alors, il y a Emily Blunt ne remplit pas, par contre, on retrouve Benicio del Toro et Josh Brolin. Et je vais dire à peu près pareil que le premier film, quoi. C'est-à-dire que c'est maîtrisé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, alors, Stefano Sollima, pour le coup, il n'est pas Denis Villeneuve, mais sa mise en scène est vraiment, vraiment très bonne. J'ai été un peu moins paumé au niveau de l'histoire, parce que je trouve qu'il y avait plus de précision au niveau des lieux où ça se passait. Donc, ça allait de ce côté-là. Le soleil, oui. Donc du coup ça c'était cool. Et il y avait aussi le nouveau personnage qui est joué, donc la fille du baron du cartel, qui est jouée par Isabelle Lamoner, que vous avez pu voir dans Transformers 5, et qui sera Dora dans l'adaptation live. Et donc du coup elle a une relation très intéressante avec le personnage de Benicio del Toro. Et donc, vu la fin du film, il y aura apparemment un 3. C'est une fin totalement ouverte. Moi je dis pourquoi pas. Si c'est toujours Sheridan à l'écriture, et si Sollima rempile, pourquoi pas, c'est un très bon réalisateur. Le film peut être vraiment intéressant. Donc voilà, je suis curieux de voir s'il y aura un 3. En tout cas, ce second film, voilà. Il n'a pas les mêmes qualités, les mêmes défauts que son prédécesseur. Mais voilà, il y a encore ce petit truc qui fait que je peux pas adorer le film, parce que c'est pas un truc qui me passionne, etc. Mais il y a beaucoup de bonnes choses, donc voilà. Honorable pour Sicario numéro 2. Pur sang, réalisé par Cory Finlay, que j'avais envie de voir parce que Olivia Cooke, le retour, et Anya Taylor-Joy également. J'avais très envie de les voir jouer ensemble en fait. Et c'est presque l'intérêt principal du film, parce qu'elles sont vraiment excellentes. Toutes les deux, elles campent des amis d'enfance qui se retrouvent plusieurs années après. Il y en a une, personnage d'Olivia Cooke, qui est dénuée de sentiments, qui est très froide. Et à l'inverse, on a un personnage d'Anya Taylor-Joy qui est plus émotive, je dirais. Donc du coup, il y a un vrai choc de personnalité, etc. Et c'est vachement impressionnant. C'est un film très particulier, vraiment. Il y a quelque chose de très singulier dans ce film-là, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'histoire, au niveau des dialogues, etc. C'est un film très particulier, mais vraiment intéressant. Et vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est un film atypique, très clairement, et j'aime bien ça. A noter aussi Anton Yelchin, c'est un film qui a tourné, me semble-t-il. Anton Yelchin qui est décédé il y a... ça doit faire 2 ans maintenant, un truc comme ça. Vous avez pu le voir dans les nouveaux Star Trek, il jouait... comment il s'appelle déjà, celui qui s'occupe du vaisseau. Il avait également joué Kyle Reese dans... Kyle Reese dans Terminator Renaissance. Donc voilà, c'est un film que j'ai bien aimé, et le trio d'acteurs est vraiment très bon, donc voilà, je vous recommande pur sang, honorable. Et je l'ai pas dit pour Sicario 2, j'ai trouvé ça très élégant de la part de l'équipe du film de dédier le film à John Johansson, qui était le compositeur du premier Sicario, parce qu'il est décédé en début d'année. Bref, je m'égare. On passe au mois de juillet avec Au Poste, réalisé par Quentin Dupieux. Pour rappel, j'avais adoré, mais vraiment adoré son précédent film, Réalité. C'est un de mes films préférés de 2015 et le film était fou. On est sur un film un peu plus mineur pour Au Poste, mais réussi et très drôle, avec des acteurs géniaux, et Marc Fraise. Marc Fraise, j'en avais parlé pour Problemos l'année dernière. Oh, du soleil, oui. Et il est de retour dans ce film-là, il est génial. Son pouvoir comique est immense, et c'est un bonheur de le voir jouer comme ça, enfin, c'est génial. Le début est totalement barré, c'est très absurde, il y a plein de trucs, mais totalement délirants. Donc voilà, le film va moins loin que Réalité. On reste un petit peu sur sa fin, quelque part, mais en même temps, ça reste suffisamment bien foutu de A à Z pour qu'on passe un très bon moment, quoi. Quentin Dupieux est vraiment un cas à part, et il faut que ce mec continue à faire des films parce que c'est toujours un pur bonheur. Pour vous donner envie de le voir, il y a Orelsan. Bon, il a un tout petit rôle, mais il y a Orelsan dans le film, qui est dans 2-3 scènes, donc c'est plutôt rigolo si vous voulez voir Orelsan dans un petit rôle comme ça, c'est assez rigolo. Honorable donc pour Au Poste, évidemment. Les Indestructibles 2, réalisé par Brad Bird. Encore une fois, non, il n'est pas dans le top 10. Il sera dans le top 10 de beaucoup de personnes, certainement. Pour rappel, j'ai adoré, enfin j'adore vraiment beaucoup le premier Indestructible. Je crois que c'est un de mes Pixar préférés, et c'est un de mes films de super-héros préférés, même d'ailleurs. Et en plus, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et vraiment, je suis étonné de la maturité du film et de son côté sombre, en fait. Parce que quand on y pense, le syndrome, le méchant du film, il fait un génocide. Ni plus ni moins, quoi. Et la fameuse scène où t'as un Indestructible qui arrive dans sa base sur son ordinateur, et il voit tous ses potes avec le décédé, un par un, avec la musique et tout. C'est fou, enfin j'ai trouvé cette scène folle, quoi. Et puis la maîtrise de la mise en scène, les dialogues, les personnages, enfin, tout ça était parfaitement maîtrisé, c'était un excellent film. Pour
Pour ce deuxième film, j'étais quand même un peu sceptique parce que je me suis dit 14 ans plus tard, est-ce que c'est vraiment pertinent? En plus, c'était vraiment une suite directe au premier film, c'est-à-dire que le film commence littéralement, c'est fini le premier il y a 14 ans. Et donc oui, j'ai moins apprécié ce second film. Il est toujours très très maîtrisé, Brad Bird maîtrise totalement sa mise en scène. Les personnages sont toujours aussi attachants, il y a des scènes très drôles encore une fois, il y a des scènes d'action dantesques, tout est maîtrisé. Il n'y a aucun souci là-dessus, je dirais juste que c'est aussi au niveau du scénario. J'ai trouvé moins impactant, moins surprenant que celui de son prédécesseur. Mais bref, il faut voir évidemment Les Indestructibles 2. C'est un très bon Pixar, c'est une très bonne suite. Mais pour moi, elle est moins bonne que le premier. Paranoia, réalisé par Steven Soderbergh. J'avais très envie de voir parce que c'est un film qui est réalisé intégralement avec un iPhone. Un style de réalisation qui me plaisait beaucoup, qui était très singulier et atypique. Et effectivement, enfin, j'adore la mise en scène du film, c'est extrêmement original. Il arrive à proposer certains plans et tout qui sont vachement impressionnants. Vraiment, le film vaut surtout pour sa mise en scène. Enfin, les acteurs sont excellents, Claire Foy est géniale. Ça reste vraiment un bon film, mais c'est surtout pour sa mise en scène que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je suis contre Apple et les iPhones, mais là, il faut quand même reconnaître que c'est vachement bien foutu. Donc voilà. Honorable pour Paranoia, et honorable aussi pour Les Indestructibles 2, je l'ai pas dit, voilà. On passe au mois d'août avec Under the Silver Lake, réalisé par David Robert Mitchell, qui avait réalisé It Follows en 2015, que j'avais adoré. Donc j'avais très envie de voir ce nouveau film de Mitchell. En plus, il y avait une affiche magnifique, ça avait l'air d'être un film très différent, mais qui allait mélanger les genres, etc. Il y a des qualités, c'est indéniable. Mais alors, ça a été long. Parce que j'ai été le voir au cinéma ce film et ça a été long. Je crois que c'était la séance de cinéma la plus longue de cette année. Parce que le film dure 2h20, ce qui n'est pas énormissime en soi, mais il y avait vraiment des moments, surtout sur le dernier quart, où j'en pouvais plus. J'avais envie que ça se finisse, j'en pouvais plus. Parce que le scénario est beaucoup trop bordélique pour moi. Il y a vraiment des moments où je comprenais pas ce que Mitchell voulait nous faire comprendre. Je trouve que le film manque cruellement de pertinence à pas mal de moments. C'est-à-dire que parfois il fait des plans dégueulasse gratuit, notamment une espèce de contre-plongée sur un caca, littéralement. Pourquoi tu fais ça, mec? Non, je trouve ça gratuit, pour rien. Voilà, il y a des trucs qui m'ont vraiment énervé dans ce film. Puis alors, je n'ai pas du tout supporté le personnage d'Andrew Garfield, le personnage principal, je le trouve détestable, mais à un level... Le mec de 30 ans, branleur, qui en fout pas une. Je suis un branleur qui en fout pas une, mais là, c'est le niveau XXL, quoi. Et puis alors, il y a du sexe à outrance, le mec qui séduit toutes les meufs. Tu sais pas pourquoi, enfin, mais... À un moment, il faudra tout nous prendre pour des cons, quoi. Andrew Garfield est un acteur beau, mais vu sa tronche dans le film, c'est pas possible qu'il séduise autant de meufs. Oui, je suis jaloux. Non, mais sans déconner, enfin, l'histoire, enfin, ça s'embarque dans tous les sens. Ça parle de pop culture, mais pas de la bonne façon. Beaucoup trop de références, il y a beaucoup trop d'inspiration, trop mélangé. Ça finit par être indigeste et lourd. Donc vraiment, waouh, non. Pour moi, non. Je l'ai à peine apprécié. Vraiment, il y a encore une fois des scènes géniales. Il y a une vraie maîtrise de la mise en scène, mais en soi, ça a été lourd, très lourd comme séance. Donc je mets sympa parce qu'il y a des qualités indéniables, mais waouh, il y a eu beaucoup de trucs qui m'ont énervé, il y a beaucoup de trucs où je soupirais littéralement dans ma tête. Donc voilà, très clairement, Mitchell reste à l'horreur, t'y es bien meilleur. Là, je sais pas ce que t'as voulu nous faire, mais pour moi, t'as raté. Darkest Minds, Rébellion, réalisé par Jennifer Hugh Nelson. Très compliqué. Nouvelle adaptation de roman jeunesse. On pensait que ça serait fini après le labyrinthe. En tout cas qu'on aurait une petite pause. Bah, que tu penses? Oh, c'était pas bon. Oh là là. Alors là, tous les clichés possibles. Il se passe pas grand chose, on s'emmerde un peu. Bon, le budget est pas énorme, mais enfin... J'ai trouvé ça pas du tout original. Très chiant. Il y a quelques qualités par-ci par-là, mais c'est bien trop peu. Apparemment le film a floppé, tant mieux. Je vois pas ce qu'il y a à raconter en fait. Clairement, je comprends pas l'intérêt de cette saga. Voilà, certainement que les bouquins sont bien, encore une fois, mais là, oubliable. Guy, réalisé par Alex Lutz. J'aurais tellement voulu adorer ce film. Vraiment, j'étais à ça de le mettre dans les Outsiders, voire le top 10. Vraiment. C'est un faux biopic sur un vieux chanteur de variété française, qui est très clairement inspiré de Claude François, qui est joué par un Alex Lutz qui est incroyable, sans déconner. S'il a pas le César cette année, en 2019, c'est un scandale. Il est génial dans ce rôle, il joue parfaitement le vieux con au premier abord, mais au final, quand t'apprends à le connaître et tout, il est super attachant. Et c'est un film qui est réalisé en found footage, un petit peu, enfin caméra à l'épaule quoi. J'ai trouvé ça génial. Il y a une vraie tendresse, le film est très très drôle, il y a des dialogues qui sont géniaux. Les seuls trucs qui m'ont dérangé, c'est que parfois le film... Cela joue un peu film d'auteur en fait, et c'était pas nécessaire. C'est vrai qu'à un moment, t'as le truc contemplatif avec une voix off au-dessus,
Le film n'avait pas besoin de ça, parce qu'il disait déjà beaucoup de choses, rien qu'avec l'image, donc c'est dommage. Show Don't Tell, le fameux. À ça d'être dans mon top ou les Outsiders. Ça reste honorable, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de bonnes choses dans Guy. C'est un film que j'ai vraiment apprécié, je me suis bien marré, et j'ai trouvé que c'est un film émouvant, fort et tout, donc vraiment très bon. On passe au mois de septembre, on est sur la fin, avec Climax, réalisé par Gaspard Noé. J'avais très envie de voir Climax, parce que Gaspard Noé est un réalisateur qui a fait parler de lui au fil des années. On se souvient notamment de son Irréversible de 2002, qui avait fait un scandale à Cannes avec cette fameuse scène de viol en plan séquence. Je suis resté un petit peu sur ma faim, parce que Gaspard Noé est un réalisateur qui est très connu pour choquer, pour des trucs horribles et tout. C'est un film horrible, Climax, dans l'idée, mais je m'attendais à plus. Au final, je trouve que le moins de 16 ans est pas vraiment justifié. Je dois être un psychopathe, hein, clairement, parce que... mais je sais pas, mais il va me manquer un truc. Très clairement, il va me manquer un truc. La montée aux enfers du film, toute la progression est vraiment très bien gérée. Le film commence dans une bonne ambiance, avec ce plan séquence taré, avec cette chorégraphie totalement folle. Et après, plus on y va, et plus ça va dans quelque chose de glauque et d'horrible. Et le film, et la grande majorité du film est en plan séquence, et j'ai adoré ça, parce que du coup, on voit vraiment en temps réel la montée de l'horreur, en fait, quelque part. Les acteurs sont excellents. Climax, c'est un petit peu la quintessence du cinéma de Gaspard Noé. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très réussi. J'en attendais un petit peu plus, un peu plus percutant. Et je trouve que le film se finit presque un peu trop bien, en fait, quelque part. Donc c'est dommage. Mais ça reste vraiment un bon film, alors il faut être accroché, hein, il faut que vous soyez prêts. Mais si vous l'êtes, je vous recommande Climax de Gaspard Noé. C'est un film de genre français aussi, hein. Donc par définition, il faut le soutenir. Donc honorable pour Climax. Le mois d'octobre, Johnny English contre-attaque, réalisé par David Kerr. J'étais tellement heureux d'apprendre qu'il y aurait un Johnny English 3. J'adore cette saga. J'adore Rowan Atkinson aussi, il faut le dire. J'avais adoré le premier film. Le second était un peu moins bien, mais était quand même vraiment bon. Et pour ce troisième film, on est du niveau du 2. C'est un pur kiff. C'est clairement pas un film intellectuel, c'est clairement pas un chef-d'œuvre de cinéma, mais c'est un bonheur. Il y a rien en termes de mise en scène, mais on se marre. C'est un pur délire. Ça fait du bien de temps en temps de voir des films qui sont objectivement pas très bons, mais il y a une telle générosité, c'est automatiquement attachant et on s'éclate. Très clairement, c'est un film à voir entre potes et on s'éclate, tout simplement. Donc voilà, honorable pour Johnny English. Je suis pas objectif, mais j'adore cette saga. Il y a une scène qui est géniale, la scène de la danse. Un pur bonheur. C'est voilà, rien que ça, faut voir le film quoi. Et puis c'est très cool aussi de voir Olga Kurylenko dans un film comme ça. Vu que ça a été une jazz band girl, il y a le symbolique derrière, donc c'est plutôt rigolo. Donc voilà, il faut voir Johnny English 3. Sans déconner, c'est un pur bonheur. Il y a beaucoup de soleil, ça me plaît beaucoup. Et enfin, il est temps de terminer avec le mois de novembre. Overlord, réalisé par Julius Avery, qui à la base devait être Cloverfield 4, mais en fait... non, qui est vraiment bon. Alors c'est un film qui commence de façon très sérieuse, on est sur quelque chose de viscéral, de violent, de très intense et tout. La première partie du film reste dans quelque chose de très sérieux, de passionnant, il y a une tension qui s'installe, etc. Et il y a un moment où le film va partir sur un pur délire jouissif, ça va être du bourrinage constant, et ça va être un pur kiff, quoi. Il y a vraiment des moments où ça charcute du zombie... 20 à la minute et c'est génial quoi. D'autant plus que le film ne lésine pas sur ses effets parce qu'il a travaillé au moins de 16 ans et c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes qui sont... Enfin voilà, il y a pas mal d'hémoglobine disons. En fait comme le précédent film quoi, c'est pas du grand cinéma, très clairement, non. C'est juste un pur délire. Un pur délire jouissif. Mais malgré ça, bon, le film est pas mal réalisé, il y a de vraies idées de mise en scène, c'est du grand spectacle. Je vous recommande vraiment Overlord. Voilà, tout simplement, honorable. Voilà, c'est donc la fin de cette deuxième partie. Rendez-vous très bientôt pour la suite de ce bilan cinéma. À la prochaine, salut!